quel est l'élément déclencheur pour créer la Serge Betsen Academy? Il y avait ce besoin de pouvoir justement reconnecter avec mes origines. Et donc, ces aspects-là, en plus de me dire peut-être que voilà, j'ai découvert quelque chose qui me passionnait, qui est le rugby, j'ai envie de le partager aussi avec l'enfance, avec des jeunes. Il est né au Cameroun, il parle peu, il dit que ça n'est pas son fort. On l'appelait, et on l'appelle encore, Serge le sécateur, Serge le plaqueur, Serge l'écarisseur biarrot. Et aujourd'hui, c'est Serge le rassembleur, Serge le contributeur, Serge l'humanitaire, que nous avons la joie de recevoir aujourd'hui au Talent de la Terre. Il s'agit de Serge Betsen qui va nous parler de son association, la Serge Betsen Academy. Bonjour Serge. Bonjour Dorothée. Merci d'être là, merci d'être venu dans ce studio qui nous permet de faire ensemble ce podcast destiné à nos collaborateurs, aux collaborateurs de toutes les entreprises partenaires et aussi aux étudiants avec lesquels nous aimons partager des parcours d'exception, des parcours comme le tien, qui nous invitent à voir l'engagement sous un autre angle. Tout d'abord, Serge, revenons sur ce parcours exceptionnel qui est le tien, qui est celui d'un grand champion, qui maintenant met ce talent de champion et cette notoriété qui est la tienne au service des autres. Tout d'abord, Serge, tu es né au Cameroun, mais tu as fait carrière en France. Comment ça s'est passé exactement, de passer du Cameroun à Clichy? C'est une bonne question. C'est vrai que quand on est enfant, on décide pas toujours le parcours que l'on peut avoir. On a plutôt tendance à suivre la famille. Et c'est vrai que ma mère, qui m'a eu jeune, est partie en France. J'avais 4-5 ans. Et donc, je suis resté avec ma grand-mère au Cameroun. Et derrière, elle est partie en France. Et à 8-9 ans, je l'ai rejoint en région parisienne, à Clichy-la-Garenne. Voilà un petit peu rapidement ce qui s'est passé dans mon parcours. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un changement radical de vie, étant effectivement jeune enfant au Cameroun, à Yaoundé. Et me retrouver à 9 ans en région parisienne. Ça a dû être un choc. Un choc culturel assez important et surtout climatique aussi. Oui. Et c'est vrai que ça a été le début de cette nouvelle ère pour moi. Et au fil du temps, c'est vrai que 3 ans plus tard, j'ai découvert le rugby par le plus grand des hasards. Et le rugby m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors, par le plus grand des hasards, on va y revenir, mais tu es issu d'une famille de 7 enfants. Vous étiez 7. Oui. Tu es où exactement dans cette fratrie? Dernier. Le dernier. Ouais. D'accord. Donc, les 6 autres étaient déjà en France ou vous êtes tous en fait, partis ma mère elle a eu un parcours de vie avec plusieurs hommes. Et donc, derrière... c'était que mes 2 grands frères jumeaux qui sont maintenant décédés et moi et 2 sœurs. Et donc, voilà comment on est arrivé. Les autres sont restés au Cameroun. Il y en a 2 qui sont d'ailleurs toujours au Cameroun. 2 D'accord. filles. Et donc, voilà. Donc, derrière, nous, on a eu l'opportunité, effectivement, de pouvoir venir à ses côtés. Et c'est vrai que ne pas avoir sa mère à 4-5 ans, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je ne savais pas pourquoi elle n'était pas là. Et donc, le fait que je puisse la rejoindre à 9 ans, vous imaginez le bonheur d'être à ses côtés et puis la chance de pouvoir... vivre cette adolescence cette adolescence qui m'a
sûrement manqué, qui a été, je crois, un moment très important de pouvoir la retrouver, de pouvoir me dire que je suis à ses côtés. Et c'est vrai que ça c'est un moment que je garde chèrement parce que j'ai pas vu mes parents autour d'une table, mon père, ma mère. Plus tard, je les ai vus tous les deux quand j'ai eu à faire un voyage au Cameroun avec ma belle famille et ma femme quand on s'est mariés. Mais c'est vrai que c'est des moments de vie familiale qui m'ont sûrement beaucoup manqué. Qui t'ont beaucoup manqué, et en même temps, parce qu'on a préparé cette interview, on s'est déjà vu un petit peu et on a eu le temps d'échanger. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que ta vie est marquée par un certain nombre de ruptures, des ruptures fortes quand on est enfant, et malgré tout, ces ruptures-là, tu ne les vis pas comme des problèmes graves, tu les vis comme des challenges. Est-ce que c'est ça aussi l'esprit d'un champion ? Au-delà du champion, c'est vrai que les choses de la vie ont fait que j'ai dû m'adapter. Et c'est vrai que j'ai plutôt pris le côté de me dire que c'est des opportunités avec lesquelles il faut s'adapter. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté positif, voir le côté positif des choses. Et c'est vrai que j'ai quand même un sentiment que ces opportunités m'ont permis de découvrir beaucoup de choses de qui j'étais et de pouvoir justement exprimer cela. C'est vrai que l'expression qui est la plus visible, c'est le sport, c'est ce que j'ai pu faire sur les terrains de rugby. Et c'est vrai que cette possibilité de pouvoir exprimer de l'amour à travers mes partenaires, de pouvoir exprimer l'esprit d'équipe et dans son ADN la plus forte, pour moi le rugby, je me dis que c'est des choses qui sont nobles et qui correspondent à ma nature. D'accord, alors ça j'entends bien. Maintenant je replace le petit garçon que tu étais, tu as 9 ans, tu n'as pas vu ta maman depuis 5 ans, on va pas faire de la psychologie non plus, l'idée c'est pas ça, hein. Je vais pas t'embarquer trop loin. Ouais. L'idée c'est de comprendre comment après un parcours qui est semé d'embûches, que tu as relevé comme des défis, on arrive non seulement à être champion, à être très bon, 63 matchs, 43 victoires, des tournois destination, tu es plusieurs fois champion et tu es le meilleur plaqueur du monde quand même, c'est pour ça que je disais Serge le plaqueur, mais maintenant on va parler de Serge l'humanitaire, mais avant d'arriver à Serge l'humanitaire, parce qu'il y a tout un parcours qui nous intéresse, donc je reviens à ce petit garçon de 9 ans. 9 ans, tu arrives, donc tu es très content de voir ta maman, je comprends très bien, de retrouver une partie de la fratrie. Comment on se dit, tiens, je vais faire du rugby ? Ça ne se passe pas comme ça. Ou non, ça se passe par le plus grand des hasards, et c'est vrai que ce n'était pas du tout planifié que je fasse du sport. Et l'anecdote, c'est que j'ai rencontré un ami maintenant qui s'appelle Stéphane Zubirin, qui était un peu le recruteur du club de Clichy, parce que son père en fait était président du club. Je rencontre Stéphane sur le stade Georges Racine à Clichy, et il me dit, est-ce que ça te dirait de jouer au rugby ? Et donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Il me dit rendez-vous mercredi prochain à 3h. Je dis ouais, ok. Et pourquoi ? Parce que tu étais un petit garçon un peu bagarreur, un peu non, pas facile, ou au contraire plutôt effacé, ou t'en imposais déjà ? Non, effacé et surtout curieux, je pense. Et c'est vrai que je dis souvent que oui, là, je suis quelqu'un de très très curieux. C'est vrai que je suis le dernier donc de 7 enfants, et je vivais un peu ma vie de dernier, où souvent on m'a toujours pris pour le chouchou de sa maman, pour mes grands frères et sœurs. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait mes choses
un peu être différent de mes aînés. Et puis c'est vrai que cette rencontre a été une rencontre décisive parce que le week-end après, je suis au stade, je rencontre l'équipe avec lesquelles, de ma catégorie, avec lesquelles j'allais jouer. Et c'est la sœur de Stéphane qui m'apprend le plaquage. C'est une fille. Voilà, c'est une fille. C'est le premier jour d'entraînement, Ouais. le premier entraînement que j'ai fait au rugby. C'était le plaquage que j'ai appris. Et donc ça m'a marqué parce que j'ai aimé le geste. J'ai aimé... quelque part, je dis souvent que le rugby m'a fait prendre conscience que j'aimais être dans le collectif, que j'aimais participer au collectif. Et je me rends compte que j'ai besoin du collectif pour pouvoir m'épanouir, en fait. Et c'est vrai que ces moments-là, elles sont gravées en moi depuis toujours, depuis ce jour-là. Et c'est vrai que c'est ça qui a été le moteur pour moi de me dire que j'aime faire partie de l'équipe, mais j'aime être aussi challengé par l'équipe, par les entraîneurs. Et j'aime apporter quelque chose à l'équipe. Et c'est vrai que cet esprit de sacrifice, il est vraiment important dans l'ADN du plaquage, dans l'ADN de vouloir défendre pour sauvegarder sa ligne, ne pas prendre d'essai et d'être comme ça un individu au service du collectif. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que, quelque part, pour revenir avec l'histoire avec ma mère, c'est que c'est une dame qui a beaucoup fait pour sa famille. L'exemple de nous faire revenir en France, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Elle a fait des différents travaux je dis souvent qu'elle a sacrifié sa vie de femme pour élever ses enfants. Pour sa vie de mère. Et c'est vrai que, en tant que dernier, j'ai vu ça de mes propres yeux et j'ai toujours voulu l'aider. Il y a des moments où, à 15-16 ans, j'allais l'aider pour finir son travail quand elle faisait des ménages, par exemple. Donc, c'est des choses qui, moi, m'ont touché, marqué, et j'ai toujours voulu faire en sorte de l'aider. Et c'est vrai que c'est une dame de caractère qui nous a toujours inculqué le respect, la discipline, le travail. Et c'est vrai que en étant à ses côtés, c'est quelque chose que j'ai retrouvé rapidement dans le rugby, dans le club de rugby. Le rugby, on parle de respect, on parle d'équipe, on parle de discipline. Et le sport aussi, dans son entité, c'est ce qu'on développe quand on est athlète de haut niveau, quand on veut être dans le sport. Et donc, quelque part, ce que je vis à la maison avec ma mère, et c'est ce que je reçois comme prémisse de valeur dans le rugby, c'est de suite, ça, j'ai compris, ou en tout cas, ça m'a parlé, parce que c'est ce que j'entendais à la maison. Donc, tu as eu l'impression, comme ça, à l'âge de 12 ans, quand tu mets les pieds sur le terrain, de retrouver une sorte de repère qui demande discipline, qui fait complètement écho à la vie familiale que ta mère, en fait, t'inculque de manière, elle aussi, silencieuse, puisque je crois que c'est une maman qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit comme toi. Donc, tu es bien le fils de ta mère, et qui, du coup, t'engage et t'invite à donner le meilleur et à être au service des autres. Parce que c'est quand même très notable et très valeureux d'être empathe comme tu l'es et en même temps de faire du rugby. Ça pourrait paraître antinomique, mais pas du tout. On est sur un sport qui respecte beaucoup et ses collègues, ses coéquipiers, mais aussi l'équipe adversaire. Ah oui, tout à fait. C'est pas un paradoxe, c'est un complément d'action qui est lié au rugby. Et c'est vrai que les valeurs de respect sont entiers, justement par rapport à ses coéquipiers, par rapport aux adversaires, par rapport à l'arbitre, par rapport aux spectateurs. C'est vrai qu'on se doit d'avoir ces codes-là. C'est vrai qu'on prend plaisir à être dans un stade au rugby. Les adversaires du jour et les supporters adversaires du jour, on est amis. On n'est pas là pour se foutre dedans. On est là pour prendre plaisir à supporter
les uns des autres, son équipe. Et après, derrière, on va boire un coup, cette fameuse troisième mi-temps. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement d'énergie qui est dépensée sur le terrain qu'en dehors, c'est de la fraternité, c'est de l'amitié. Et c'est ça qui doit rester, en fait, quand on fait ce sport qui est quand même un sport très, très dur. Très engageant. Très engageant. Et de pouvoir, comme ça, jouer des matchs avec autant d'intensité, d'autant d'émotions, c'est des aspects, moi, qui m'a marqué. Et c'est vrai que je suis toujours fasciné par, finalement, ce que les gens retiennent de moi et de ce que j'ai pu faire sur les terrains de rugby. Et je suis toujours surpris de voir que voilà, je l'ai fait par passion pour mon sport, parce que c'est vrai que le rugby est devenu une passion rapidement, et cette passion est devenue mon métier. Et je trouve toujours fascinant de voir que ça a marqué, ça a touché les gens, la façon dont j'ai pu exprimer voilà, ce qu'est le rugby pour moi. Oui, parce qu'il y a faire du rugby en club à côté de chez soi, et puis être repéré pour devenir un futur champion, et puis mettre toute son énergie. Et là encore, tu vas rencontrer une deuxième rupture, c'est-à-dire que le talent que tu montres et l'excellence que tu montres dans le rugby t'invite du coup à déménager, à t'éloigner encore une fois de ta mère, donc à partir à Biarritz, le club du Pays Basque, et où tu as développé encore d'autres qualités, puisque tu les avais déjà, mais d'autres ouvertures. Oui, c'est vrai que rapidement, j'ai eu envie de grandir. C'est vrai que ma passion, comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenue quelque part mon métier, et j'ai dû quitter la région parisienne, quitter le cocon familial pour aller au Pays Basque. Un changement de vie incroyable. Oui, tu as retrouvé encore une autre famille là aussi, parce que je sais que tu es très attaché au Pays Basque. Tu as appris le basque quand même. Je n'ai pas appris le basque, mais j'ai appris... Tu connais les chants? J'ai appris les chants basques. J'adore les chants basques. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au rugby à Clichy, nos entraîneurs nous donnaient des photocopies de chants, de chants paillardes. Et dans le bus, et donc en retour de match, on s'amusait à chanter dans le bus. Et c'est vrai que quand j'ai quitté Clichy pour aller à Biarritz, donc je suis arrivé en juillet, c'était pendant les fêtes de Bayonne. Oui, et c'est vrai au bon moment. Et c'est vrai que rapidement, j'ai entendu des airs de chant que je connaissais. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a amené une forme de connexion émotionnelle de la région. Et quelques mois plus tard, un de mes meilleurs amis était d'Asparin, Olivier Otondo, et c'est lui qui me ramenait des livres de chants, parce que pendant les étés, il y a des fêtes de village, et ils font des cahiers de chants. Et donc, il me ramenait des cahiers des chants, et du coup, j'ai commencé à apprendre une chanson, 2 chansons, les airs que j'aimais bien. Et puis voilà, c'est vrai que c'est cette connexion que j'ai développée avec le Pays Basque qui m'a le plus plu, parce que ça m'a permis de m'attacher à quelque chose immatériel, au-delà du sport, et développer cette sensation de pouvoir être quelque part intégré dans un autre environnement. Et effectivement, a été quelque chose qui moi, m'a permis de m'installer, de mieux appréhender les challenges du Pays Basque. Et est-ce que tu dirais que cette intégration t'a permis d'avoir un nouveau style de jeu ? Je ne parle pas forcément que du club et de tes coéquipiers, je parle également
de se sentir bien, de se sentir dans un esprit collectif, parce que le Pays Basque, c'est ça aussi, c'est une culture forte, de gens qui pensent, qui se soutiennent et qui ont une vision qui est très forte de leur culture et qui la revendiquent. Et donc, est-ce que tu penses que ça a joué dans ton bien-être moral? Tu aurais pu aller dans un autre club ailleurs. Ça a joué effectivement dans mon bien-être moral parce que c'est quelque chose que j'ai apprécié de suite. J'ai apprécié le fait d'avoir cette culture du chant. J'ai aimé ça. Et encore aujourd'hui, tout le monde sait que je ne bois pas d'alcool, mais j'adore chanter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me fait plaisir de faire. Et je prends plaisir à le faire parce que c'est comme ça que je m'amuse. Donc oui, et c'est vrai que quelque part, les Basques, c'est des taiseux, c'est des personnes qui sont... Ça dépend à quel moment de la journée. C'est des personnes... oui. Des moments de village aussi, ça dépend. Tout à fait. Mais de manière générale, c'est quand même des gens qui observent beaucoup, qui ne parlent peu. Et c'est vrai que ça correspond à ma... Mais qui chantent, c'est ça. Mais qui chantent. Oui, forcément. Et ça correspond à quelque part aussi une partie de moi. Donc moi, je trouve que ça c'est... Ouais, quelque part, je me suis un peu façonné par rapport à donc ça. La connexion a été immédiate. Alors, je comprends bien qu'en fait, à chaque rupture, il y a eu quand même une ouverture vers une nouvelle aventure, en fait. Ouais. Il y a des ruptures avec des choses que tu aimes, des gens que tu aimes, et c'est des nouveaux départs, et c'est aussi pour ça que tu vois ces ruptures, et ça, tu as cette résilience en toi, qui vient de ton esprit positif, mais aussi de ton envie de partager, de découvrir, et qui te fait avancer. Comment, justement, dans ce parcours de champion qui nourrit un ego qui en a besoin, qui est satisfaisant, et au fur et à mesure, on est de plus en plus, on s'étoffe et on prend place, on n'a plus rien à prouver. À quel moment on se dit, mais moi aussi j'ai envie de redonner, moi aussi j'ai envie de faire quelque chose. Ce besoin vital que peu de gens, enfin que tout le monde normalement a, ce besoin de contribution, d'apporter sa part à l'édifice commun, au collectif, à quel moment il a vraiment pris sa place chez toi, et quel est l'élément déclencheur pour créer la Serge Betsen Academy, parce qu'on va y arriver quand même. Non, mais c'est encore à nouveau l'enfance, l'adolescence, mon parcours avec ce que j'ai pu voir, observer de ma mère. Je suis très observateur et c'est vrai que voilà, ça a toujours été j'aide les autres. C'est vrai que je dis souvent qu'on n'avait pas grand-chose à la maison, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait à la maison, il y avait toujours quelque chose à manger pour lui. Et cette notion de toujours être prêt à aider, prêt à soutenir sa famille, parce que voilà, elle est partie et elle a toujours voulu redonner à sa famille. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec des envois réguliers de choses, de lettres, d'objets, de cadeaux à la famille. Et c'est vrai que quelque part, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire qui peut correspondre à ça? Et donc, il y a cet aspect-là qui était de mon éducation. Et après, il y avait aussi le fait que, au final, je ne connaissais pas vraiment ma famille, dans le sens où ma mère est partie, elle n'était plus avec mon père. Mon père est resté au Cameroun. J'ai pas vécu avec lui. Et il y avait ce besoin de pouvoir justement reconnecter avec mes origines. Et donc ces aspects-là, en plus de me dire peut-être que voilà, j'ai découvert quelque chose qui me passionnait, qui est le rugby, j'ai envie de le partager aussi avec l'enfance, avec des jeunes. Je me suis dit, ouais, c'est un ensemble de choses qui amènent que, ben oui, j'ai envie de partager ça.
j'ai envie, en partageant ça, je vais reconnecter un peu avec mes origines pour comprendre d'où je viens et savoir un petit peu plus, parce que j'avais jamais été, par exemple, j'avais jamais eu l'opportunité d'aller dans le village où est originaire ma mère et où est originaire mon Elle père. est originaire d'où, ta maman? D'un village vers Lundé, le village qui s'appelle Bafia. Et sur la route donc, de Yaoundé à Bafia, il y a plus loin, 2 heures et demie plus tard, plus loin. Donc c'est la route, dans cette route-là, il y a l'autre village, c'est Baganté. Donc ma mère est à 2 heures et demie de Yaoundé et le village de mon père est à 4 heures et demie de Yaoundé. Donc c'est une route que je prends maintenant depuis chaque fois que je vais au Cameroun pour les actions de l'association. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai eu la connexion des endroits où ma mère est née et mon père est né. Et donc, quelque part, c'est une reconnexion avec la famille et mes origines. Et c'est vrai que c'est comme ça que petit à petit, quand je me suis marié en 2000, j'ai décidé d'aller retourner au Cameroun, de revoir mon père pour la dernière fois finalement, parce qu'après il est décédé. Et puis derrière, d'emmener ma belle famille et ma femme au Cameroun pour leur montrer d'où j'étais originaire. D'accord. Et c'est vrai que ce voyage a été un voyage Initiatique, mais inspirant. Mais au-delà d'être initiatique, c'était un moment, je pense, que j'avais besoin. De Ouais, refaire sens, de fermer peut-être ou de fermer et d'ouvrir un nouveau chapitre, enfin à chaque fois, mais de revenir aux sources. De revenir aux sources et puis de tout simplement montrer à ma femme d'où j'étais originaire. Et c'est vrai qu'elle a eu l'opportunité, ma belle famille a eu l'opportunité de rencontrer mon père. Et c'est vrai que c'est ma mère qui a organisé le voyage. Et ce voyage a été un voyage important, puisque derrière, il y a beaucoup de choses positives qui sont arrivées par la suite pour moi, dans le développement de ma carrière, dans le fait de pouvoir jouer le tournoi Destination avec l'équipe de France, et puis de gagner plus tard des trophées avec Biarritz. Et donc, ce moment a été un moment particulier qui a été quelque part la transition de l'ère de ma carrière qui m'a fait grandir encore plus. Et c'est vrai que après ce voyage, j'ai eu besoin de me dire que je créerais une association pour développer les C'est valeurs ce du retour rugby. aux sources Voilà. qui est à l'origine Tout à fait. de la création même de la Serge Betsen Academy. Tout à fait. Alors, on va parler de cette association, de cette académie qui, au fond, a pour but d'aider des enfants défavorisés. Alors, au Cameroun depuis maintenant plus de 15 ans, hein, je crois, et depuis 2020 au Mali, de permettre à ces enfants-là, par le biais du sport, comme vecteur social, d'être intégrés et de peut-être appréhender la vie sous un autre angle. Et puis maintenant, je sais qu'il y a des dispensaires, il y a des aides alimentaires, il y a des soins, il y a des écoles qui ont été créées. En 15 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que tu peux, toi, me donner les éléments exacts et revenir peut-être sur le parcours de création de la Serge Betsen Academy? Mais en fait, suite à ce voyage, je m'étais dit, un jour, je créerai une association, parce qu'en fait, avant de faire ce voyage, j'avais commencé à envoyer des ballons de rugby, du matériel, parce que j'avais appris qu'il y avait du rugby, il y avait des pratiques du rugby. Et donc, quand j'ai fait ce voyage, j'ai vu aussi les enfants jouer sur de la terre rouge, dure comme le parquet. Et voilà, j'ai fondu en larmes parce que voir ces enfants jouer ce sport qui m'a fait
devenir Qui t'a un joueur épanoui. professionnel, épanoui, je me suis dit, je vais en faire plus, je vais faire plus. Et c'est comme ça que lors de ce voyage, je me suis dit, au retour, je vais créer une association. Et donc, c'est vrai que dans mon objectif premier, l'association était de pouvoir faire jouer les enfants au rugby. Et en fait, après ce voyage aussi, j'ai appris et j'ai compris que le rugby, ou en tout cas faire du sport pour faire du sport, n'avait pas beaucoup de sens pour eux comme pour moi. Parce que je ne voulais pas répliquer le fait de dire je veux faire voyager les enfants en Europe ou à l'étranger. Oui. C'est un LCM club, en fait. Voilà, et finalement, en faisant ce voyage, je me suis rendu compte que les familles ne peuvent pas payer la scolarité de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et les familles peuvent subir un décès parce qu'ils ne peuvent pas payer l'hospitalisation de leur enfant. Et donc ça a été les 2 points qui, moi, m'ont marqué. Et c'est vrai que j'ai voulu utiliser les valeurs du sport, les valeurs du partage, d'entraide, de solidarité, pour pouvoir commencer quelque chose qui ressemble à une aide à l'éducation, une aide médicale par le rugby. Et donc aujourd'hui, un peu comme ce que j'ai vécu quand j'ai été reçu par le club de Clichy, j'ai dit souvent que, je remercie et félicite tous les bénévoles, présidents de clubs amateurs qui font un travail de dingue pour pouvoir aider les enfants à connaître les valeurs du rugby, à découvrir le rugby. Je les félicite parce que je suis un d'eux. Je suis le résultat de ce travail, d'un de ces clubs. Et c'est vrai que j'ai voulu vraiment, en créant l'association, répliquer ce que j'ai vécu moi en tant que jeune, où le club a pris le temps pour moi. Elle a pris le temps de partager cette passion, mais surtout de me faire grandir parce que je ne pouvais pas payer ma licence à Clichy. Et donc, pour payer ma licence, j'ai coaché les plus jeunes le samedi et je pouvais être dans un endroit où il y avait la lumière, où je pouvais manger, où je pouvais faire des choses d'un jeune avec d'autres jeunes, dans un endroit assez safe, je dirais. Je trouve plus le mot en français, mais qui sécurisant, qui me permettait de jouer, quoi, de prendre du plaisir à jouer avec mes copains. Et c'est un peu ce lieu que j'ai voulu reproduire en créant l'association, en me disant que je vais créer un endroit dans lequel les enfants viennent, il y a de la lumière, il y a de l'instruction, savoir une bibliothèque, une salle informatique, de l'accueil, il y a une infirmerie. Et donc, quand ils ont besoin de soins, il y a un infirmier qui est là. Et donc, ce centre est un centre. Donc, il y a plusieurs centres au Cameroun. Il y en a 5 au Cameroun. Et donc, l'unité de lieu, c'est que dans ces lieux, il y a une salle informatique, une bibliothèque, une infirmerie, des enseignants qui viennent de donner des cours de soutien à des enfants après l'école. Ils ont des repas qui leur sont servis et derrière, ils rentrent chez eux et ils vivent leur vie d'enfant. Et c'est vrai que c'est quelque part une bulle pour eux de venir au centre et de pouvoir bénéficier de l'écosystème du centre. Alors, depuis la création, vous avez accueilli combien d'enfants et vous en accueillez combien par an ? On a accueilli plus de 9000 enfants depuis la création. Donc, cette année, c'est les 20 ans de la Serge Betsen Academy. Oui, j'allais y venir. 2024, l'année des 20 ans, l'âge d'or. L'âge d'or, c'est l'âge quand on a 20 ans, tout est possible. Exactement. Donc, c'est que le début, en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on est fiers, on est heureux de voir
l'évolution des actions de l'association. Et c'est vrai que cet accompagnement qui leur est donné au sein de l'association amène à ce que nos enfants ont un taux de réussite aux examens, le baccalauréat. Tu les emmènes jusqu'au bac. Jusqu'au bac, un taux de réussite qui est de 85%, en moyenne de 70%. Mais l'année dernière, l'année d'avant, c'était 85%. Et c'est vrai que c'est là où j'ai le plus de fierté, parce que grâce à cet accompagnement, ce suivi, les enfants ont la possibilité d'avoir des rêves, de pouvoir se dire je vais être médecin, je vais être enseignant, je vais être infirmier ou autre profession. Et ça, c'est vrai que c'est une grande fierté pour l'association. Et encore une fois, je remercie les bénévoles et toutes les personnes qui m'accompagnent depuis tout ce temps. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, parce que la Serge Betsen Academy, c'est des centres pour des enfants défavorisés, qui sont scolarisés, qui peuvent aussi trouver un lieu refuge, un lieu de repère après l'école, donc au Cameroun, au Mali. C'est également un système de bourse pour des plus âgés, des étudiants, qui peuvent bénéficier, grâce à des fonds que tu mets à disposition, l'accès à des études supérieures. Et c'est également une coopérative pour permettre à des femmes de semer, de récupérer des graines et d'apprendre à semer. Et il y a une vingtaine de femmes, je crois, à Banganté, justement pas très loin du village de ta maman. Tu vois, je me suis un peu renseignée quand même, avant que tu ne viennes, sur la possibilité effectivement de développer leur propre maraîchage. Et ça fait partie aussi du programme de la Serge Betsen Academy. On n'est pas que sur l'envie première, on est très loin maintenant, en tout cas. Le rugby était l'idée de départ, était le vecteur social, et on arrive à l'élevage de poulets pour les femmes de Banganté et la possibilité de maraîchage. Enfin, il y a un vrai parcours tourné vers l'altruisme, la possibilité que tu offres, la possibilité à toutes ces personnes, femmes, enfants, étudiants, d'avoir un avenir différent. Ouais, mais c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, mais c'est pas assez. C'est pour ça que ces 20 ans, c'est quand même un tournant. Qu'est-ce qui va se passer alors ces 20 ans, pour les 20 prochaines années? Tu es en train de semer pour les 20 prochaines années. Raconte-moi. C'était d'abord l'idée première, c'était vraiment de célébrer, de remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué au développement de la Serge Betsen Academy depuis tout ce temps. Je pense notamment à Marguerite Marie Echeverry, avec lesquelles j'ai créé l'association, qui a été vice-présidente au tout début. Je pense à des personnes qui nous ont aidés. Je pense à Odile Prévost-Mussad, qui a été aussi secrétaire générale, qui nous a quittés l'année dernière. Je pense à tous les responsables de centres qui sont au Cameroun, il y en a 5, et qui font le travail, parce que ce n'est pas moi qui suis Ils sont salariés, ils sont bénévoles? Ils sont bénévoles défrayés. Ils sont bénévoles défrayés, et c'est vrai qu'ils font un travail assez exceptionnel. Les bénévoles, tu les prends sur place, ou moi, par exemple, demain, j'ai envie d'être bénévole, je peux partir là-bas, passer du temps là-bas? Non, parce qu'on a... D'accord, merci. Merci beaucoup, Dorothée, mais c'est vrai que on essaye de dire que... C'est des locaux pour des locaux. C'est des locaux pour les locaux, mais surtout, c'est normal. Si effectivement vous devriez partir, vous partirez sans que nous, on soit au courant, mais on vous donnerait la possibilité d'aller voir ce qui se passe sur place. Et c'est vrai qu'on a eu une collaboration cet été avec une association Maola, un groupe de médecins qui sont venus pendant 2 jours. Ils ont fait des visites, des entretiens, 700 visites. Infirmiers, médecins. Donc c'est plutôt des partenariats avec d'autres associations, des bénévoles locaux. C'est bien parce qu'ils restent dans le temps. C'est vrai que des personnes qui viennent et qui s'en vont au bout de quelques mois, ça crée aussi des ruptures pour les enfants. C'est pas forcément une bonne idée. Donc des partenariats, des alliances. Donc ça, c'était jusqu'à maintenant, et ça fait partie des choses que tu souhaites développer pour les 20 prochaines années. Quel est le virage? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Aujourd'hui, on aimerait
avoir à cultiver ces éléments coopératifs agricoles, c'est quelque chose qui est très important parce que on a eu des mamans qui sont venues nous voir en nous disant vous faites du bon travail pour nos enfants, on est super contents. C'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que derrière, on a dit oui, on va vous aider aussi, mais il faut que vous soyez sérieuse dans ce que vous voulez faire et il faut qu'on vous accompagne. Et donc aujourd'hui, il y a 20 mamans dans la coopérative qui fonctionnent très bien. Elles sont encadrées. Elles sont encadrées par le responsable du centre de Baganté et on leur fait des prêts et elles remboursent ces prêts. Et derrière, des microcrédits, effectivement. Et derrière, ça permet de rentrer d'autres mamans dans la boucle. Et ça, elles se gèrent avec une petite association qu'elles ont créée et elles font ça très bien. Et derrière, il y a effectivement aujourd'hui, on a formé 2 mamans pour qu'elles puissent faire de l'élevage de poules. Ça aussi, ça prend forme. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est vraiment... C'est générateur de revenus, c'est générateur d'émancipation. Est-ce que ça transforme, tu peux dire que ça transforme leur vie? En tout cas, c'est l'objectif. L'objectif, c'est que ça transforme leur vie et surtout qu'elles soient indépendantes financièrement et celle de leurs enfants. Par rapport à leur mari et qu'elles puissent justement s'occuper de leurs enfants de manière la plus libre possible. Et c'est vrai que le développement de la Serge Betsen Academy aujourd'hui, elle est basée sur ces personnes qu'on veut rendre indépendantes financièrement. Donc femmes et enfants. Femmes et enfants. Et derrière, c'est de pouvoir... cette année, on a eu la chance de pouvoir effectivement lever plus de 110 000 euros pour pouvoir soutenir effectivement des bourses pour nos étudiants. On a eu 10 étudiants qui ont passé le concours de l'ICAM cette année. C'était une première pour l'association. C'est une fierté. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fier de me dire que les 10 qui ont passé les tests d'entrée à l'ICAM, il y en a 5 qui ont réussi les tests. Et on a levé de l'argent pour pouvoir payer la scolarité de ces 5 étudiants. Une 6e, elle fait un concours de l'ICAC pour être infirmière. Et les 5 autres, ça va être des futurs ingénieurs. Et c'est une fierté parce que je n'avais jamais imaginé être à avoir ce résultat. Ce n'est que le début. Et c'est vrai que ce n'est que le début. Et je suis fier de me dire que les 10 prochaines années, on va pouvoir continuer à faire en sorte que d'autres étudiants puissent trouver leur voie. Donc vous allez travailler sur la voie plutôt auprès des étudiants, sur le sujet de bourse et sur le sujet de l'agroalimentaire, de l'aide au maraîchage. Ça fait partie des 2 axes, tout en continuant à développer les dispensaires. Mais les dispensaires, les lieux de refuge et d'accompagnement pour les enfants et des lieux qui leur permettent, après l'école, de ne pas se sentir seuls et désœuvrés. Mais on est quand même sur l'envie d'aider à la formation professionnelle, à la réalisation d'études supérieures. C'est ça l'objectif de la Serge Betsen Academy? L'objectif, c'est de rendre les individus autonomes. Oui. Et de rendre les individus autonomes, c'est de dire que chaque centre aujourd'hui coûte pour pouvoir justement envoyer des fonds. Combien ça coûte un centre? Si je te demande un chiffre. Et en fait, chaque centre est différent par rapport au nombre d'enfants qu'il accueille. Et donc, chaque centre a un coût différent. Mais de manière globale, il y a un coût qui est autour de 150 à 200 000 euros par an pour pouvoir pour l'ensemble des centres. Ouais. Pour l'ensemble des centres, les 5 centres demandent 200 000 euros par an. À peu près, ouais. Bon, alors appel aux donateurs, il faut absolument soutenir, juste pour être maintenu en l'état. Tout à fait. Donc on n'est même pas dans une logique de développement, là. De suivi, et c'est vrai que la logique de développement, on en parle aussi, parce que c'est vrai que cette année, pour la première fois, j'ai eu un soutien de l'AFD. Bravo. Et donc, ce soutien était pour 2023 et pour 2024, avec l'optique de justement faire grandir l'association. Et donc, on a fait grandir le nombre de centres, c'est-à-dire que chaque centre a un nombre d'enfants plus élevé. Et qui nous permet de pouvoir nous dire que
la Serge Betsen Academy va continuer à pousser les portes pour que derrière, chaque centre puisse être autonome. Et dans la recherche d'autonomie, c'est de pouvoir justement créer des projets qui permettent aux jeunes étudiants d'être autonomes financièrement. Des générateurs de revenus. Des générateurs de revenus. Donc, c'est d'avoir... AGR, exactement. Pardon ? C'est AGR en termes ONG, c'est AGR, activité génératrice de revenus. Non, mais excuse-moi, voilà, tout à fait. La science, de temps en temps. Ouais. Et merci, Dorothée. Je t'en prie. Et donc, ça a toujours été, pour moi, l'élément moteur. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai que je prends beaucoup de temps. J'ai la chance d'avoir une famille qui me laisse partir mes enfants, ma femme. Et c'est vrai que je me dis toujours, je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Oui, sans leur soutien. Sans leur soutien, mais je ne pourrais pas faire ça tout le temps non plus, parce que l'idée, c'est que pour que qu'on crée un cercle vertueux, il faut qu'il y ait des acteurs sur place qui puissent prendre le relais. Et c'est vrai que AGR, comme on vient de le dire, est quelque chose qui est important parce que ça permet de cultiver un cercle vertueux. Tout à fait. Et de développer, en tout cas de faire en sorte que ça puisse continuer à vivre le plus longtemps possible. Pour l'instant, Serge Betsen Academy, c'est plutôt africain. On a plutôt l'activité et c'est développé en Afrique. Tu as des visées sur la France ? Je te vois sourire. Oui, tu veux en parler ou pas trop ? En parler, il faut toujours en parler parce que ça intéresse les gens de savoir. C'est pas trop tôt, on peut en parler. Non ? L'idée, c'est de pouvoir trouver des actions assez concrètes à faire. C'est vrai que on vient de vivre la Coupe du Monde de rugby en France, oui. Et on sait à quel point les valeurs du rugby peuvent être facilement on en a parlé beaucoup au début de ce podcast, donc là je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. Adaptable dans les différents écosystèmes sociaux des régions européens. Et donc je me dis toujours que le pouvoir du sport, le pouvoir de la collaboration, de parler de respect, de jouer ensemble, du collectif. Jouer ensemble, c'est des choses qui sont récurrentes à développer et à faire. Et je me dis que je suis un ambassadeur de ça, et j'ai envie de prendre le temps de pouvoir le faire aussi quand je suis à Paris ou à Clichy, de pouvoir aller... Paris, Clichy, puis d'autres villes. D'autres villes, et aller justement au contact des jeunes pour pouvoir justement leur apporter mon expérience, échanger, discuter, et de pouvoir leur permettre de s'exprimer aussi par rapport à tout ce qu'ils ont à me dire, par exemple. En tant qu'ambassadeur, justement, et parce que tu es ambassadeur de ce que tu as fait, mais ambassadeur en tant que champion dans ton parcours, qu'est-ce que tu as à demander si tu as quelque chose que tu aimerais, comment est-ce qu'on peut aider la Serge Betsen Academy ? Voilà, c'est ça ma question. Comment est-ce qu'on pourrait aider comment on pourrait t'aider, aider au développement de la Serge Betsen Academy ? N'hésite pas, vas-y. Aider à la promotion des actions que vous voyez, des publications que l'on fait, que l'équipe fait, Maëlys, Sylvie, régulièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'ère des réseaux sociaux et de pouvoir... Donc ça, c'est un appel à une agence de com ou à des communicants pour t'aider à développer davantage la communication, par exemple, c'est ça ? On le fait... vous le faites déjà bien. On le fait déjà bien, et c'est vrai que l'idée, c'est que chaque personne qui écoute ce podcast puisse liker et faire partager ce qu'il voit de la Serge Betsen Academy, et que derrière... ça puisse amener beaucoup plus de personnes qui voient concrètement ce qu'on fait, les actions qui sont faites. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui peut se faire par rapport aux réseaux sociaux. Et puis derrière, des chefs d'entreprise, n'hésitez pas à venir à ma rencontre et derrière... à mener des actions, parce qu'on peut co-créer avec toi. On peut créer des actions en faveur de la Serge Betsen Academy, mais tu peux créer des actions en France,
sur des team building solidaires avec des employés, autour des valeurs du rugby, enfin des choses. Il y a des tas de choses en fait en tant que consultant. On va aussi intervenir comme ça, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est mon métier d'auto-entrepreneur, de consultant que je fais régulièrement. J'interviens dans les entreprises sur des sujets de motivation, d'esprit d'équipe. Et c'est vrai qu'à travers cela, on peut effectivement parler de RSE, Corporate Social Responsibility, et de pouvoir justement impliquer les collaborateurs à pouvoir agir et à soutenir les actions de la Serge Bettian Academy. C'est vrai que cette année, en fêtant les 20 ans, j'ai beaucoup d'événements qui sont planifiés. Le 15 mars, la veille du Crunch à Lyon, j'ai un dîner qui est... Le dîner de gala. Le dîner de gala qui est prévu pour les 20 ans de la Serge Bettian Academy. On y sera. Et puis derrière, il y aura d'autres événements aussi au Cameroun. Donc, n'hésitez pas. Et à Londres. Et à Londres, j'ai effectivement un dîner qui est programmé le 28 mars aussi. Ça sera dans la BT Tower, la tour de BT de Londres. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les liker, à partager. Est-ce qu'il y a une cagnotte Litchi ? Est-ce qu'en fait le particulier au-delà de l'entreprise peut apporter aussi son soutien à travers une cagnotte que tu aurais mis en place ou pas du tout ? On est sur des fonds essentiellement... Aujourd'hui, on n'a pas mis de cagnotte particulièrement. C'est vrai qu'on met des fois des cagnottes sur des choses précises. Par exemple, la lutte contre le fer. Pour pouvoir soutenir des produits qu'on devait acheter pour avoir nos enfants qui aient un peu plus de fer. Le botulisme, pour éviter des maladies liées au fer, c'est ça ? Exactement. Donc, on a eu à Donc, c'est pour des actions spécifiques, en fait, la cagnotte. Ouais, il n'y a pas de soutien directement à l'ensemble de mais le soutien, je pense qu'il peut être fait vraiment par le fait de partager à son réseau et peut-être inciter son entreprise à pouvoir participer et à venir au dîner des 20 ans à Lyon, par exemple, et autres actions potentielles. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, ce podcast sera partagé largement avec les collaborateurs du groupe Bolloré et l'ensemble de ces entités. Et nous ferons en sorte, effectivement, de faire savoir toutes ces bonnes actions que tu mènes de manière à ce qu'il y ait davantage de fonds et de donateurs qui soutiennent la Serge Bettian Academy. Tu es un ambassadeur formidable. Merci. Et merci beaucoup pour ce moment d'échange, d'être venu jusqu'ici en France, à Paris, pour en parler, parce que je sais que tu as un agenda très chargé. Et en tout cas, j'ai passé un agréable moment et j'espère que nos auditeurs pourront aussi apporter leur contribution pour aider à cette promotion de toutes ces actions. Merci beaucoup, Serge. Merci Dorothée, bonne continuation et au plaisir. Merci, au plaisir. C'est la fin de cet épisode des Talents de la Terre, une production Arsenal by Bolloré. Retrouvez tous les épisodes sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts et sur l'ensemble des plateformes d'écoute.